Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mercato qu'on doit faire depuis quelques jours déjà, puisque l'intérêt de Luis Campos pour une nouvelle pépite brésilienne encore est révélé depuis le début de la semaine. Je parle de Lucas Beraldo, le défenseur central gauche et gaucher de São Paulo, un club brésilien en difficulté financière, ce qui devrait nous aider à boucler le deal avant la fin de l'année civile, puisque ça les arrangerait dans leurs soucis. Bref, installez-vous, on va parler de tout ça dans cette vidéo, à commencer aussi par la prolongation surprise de Presnel Kimpembe, qui n'est pas rien. Allez, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons par revenir sur notre fin de soirée de mercredi avec cette fin de match contre Metz animée par les débuts en pro d'Ethan Mbappé et l'après-match par les questions à la con d'Olivier Talaron pour Luis Enrique, mais surtout l'officialisation par le club et Nasser El Khelaifi de la prolongation surprise du contrat de Presnel Kimpembe qui court désormais jusqu'en 2026, une information que les médias n'avaient pas, au contraire de celle qui était dans le communiqué du club précisant que Kimpembe va se faire opérer pour la seconde fois dans le cadre de la même blessure survenue lors du Classico au mois de février, à savoir le tendon d'Achille. Une blessure très grave, limite pire que les croisés pour un sportif. Presnel Kimpembe en est la preuve et donc le club se montre très classe envers un joueur qui a été tout aussi loyal évidemment envers son club formateur. On va revenir donc sur cette information. Comme je le disais, les médias n'ont pas eu l'exclusivité de cette prolongation. Pourtant, dès le lendemain, le Parisien nous faisait un article nous retraçant les discussions entre le club et le joueur et on se rend compte qu'en fait, elles durent de quelques mois. Alors, il y a des discussions qui datent d'avant ces blessures, parce que si on parle des blessures au pluriel, on va jusqu'à 1 an et demi quand même en arrière pour revoir un Presnel Kimpembe en pleine forme, hein, puisque le tendon d'Achille, avant ça, il s'était blessé sur un tacle idiot contre Brest début septembre 2022, et quand il revient, c'est contre Auxerre je crois, il se fait une tendinite, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, en février, donc, ce tendon d'Achille. Alors, le Parisien, papier dès le lendemain, nous indique que Presco a changé d'agent dans l'année 2023, ce qui a un peu ralenti les discussions qui ont repris au mois de septembre. Il nous donnait sa priorité, mais il voulait une augmentation de salaire. Il revient à l'entraînement collectif début novembre, le 9 je crois, et depuis, Luis Campos lui a proposé une prolongation, voilà, c'est sur la table, depuis fin octobre. Fin octobre 2023, Campos a fait une proposition qui est restée, ils n'avaient pas détaillé l'accord final. On a vu donc Kimpembe reprendre l'entraînement collectif pour pas longtemps parce que les sensations n'étaient pas bonnes. Il a été à Londres pour consulter le chirurgien qui l'avait opéré plus tôt dans l'année, qui lui a dit mon coco, il va falloir repasser sur la table. Alors au début, Kimpembe, un peu tête brûlée, voulait revenir sur les terrains sans se refaire opérer parce qu'il en avait un peu marre. Et au final, il est revenu à la raison, il a décidé ça. Et donc début décembre, les discussions ont reprise. Et c'est donc ce contrat proposé par Luis Campos fin octobre qui a été signé et officialisé juste après le match mercredi contre Metz. Pendant ce temps-là, les médias n'ont eu aucune exclusivité et au final, on n'en sait pas trop. Alors, on sait qu'il y a une augmentation de salaire à la clé, une petite augmentation, et des bonus qui sont liés à son temps de jeu. Voilà. Évidemment, comme je disais, le geste de la part du club est louable. On a l'habitude, j'ai envie de dire, offrir des prolongations comme ça à des joueurs qui sont un peu dans la panade. La situation est comparable à demi-mesure avec celle de Juan Bernat, par exemple, pendant les croisés. Évidemment, c'est très classe parce que le joueur, tu lui offres une certaine sécurité, il peut se remettre tranquillement de sa blessure en se concentrant uniquement sur sa convalescence et pas sur son contrat qui se terminait en juin de 2024. Voilà. Surtout qu'en plus, sur la blessure contre Marseille, pour y revenir, je pense pas que sur ce match-là,
il ait été à 100%. On se souvient que le staff de Christophe Galtier poussait un petit peu sur les organismes. C'est pas une question de rythme, parce qu'avant le Classico, donc fin février, il avait joué 90 minutes contre Lille, contre Monaco, je crois qu'il joue aussi, et il joue une mi-temps contre le Bayern en Ligue des Champions. Mais voilà, il est titulaire contre Marseille, au quart d'heure de jeu, il se pète, et voilà, je pense quand même que le staff ne l'a pas ménagé. Hein. Il n'y a aucune information formelle là-dessus, mais bon... Vu ce qu'ils ont fait avec d'autres joueurs, hein, par exemple Neymar qui se blesse à la Coupe du Monde et qui, comme par hasard, un miracle des cieux, est titularisé le 28 décembre 2022 contre Strasbourg, bon, on se dit que le garçon joue sous infiltration. Et au final, on s'est rendu compte qu'avec Neymar, c'était pareil en fait. Sa blessure début février, bien sûr que le staff avait forcé avec lui et l'a poussé à tirer sur la corde. Les joueurs ont aussi peut-être leur responsabilité. Ils sont bien sûr tête brûlée, voilà, à vouloir tout le temps jouer. Bon bref, déjà la durée, 2 ans, de 2024 à 2026, c'est une bonne durée. C'est pas trop long, parce qu'on parle quand même d'un joueur qui au final n'aura pas joué pendant 2 ans. Ce qui est quand même assez énorme. Donc là-dessus, on doit dire que le geste et la durée, c'est réussi. Maintenant... Bon, l'augmentation de salaire, si on parle objectivement, les gars, je crois qu'il était déjà à 7 ou 8 millions. Je pense pas qu'il y avait besoin de le faire. Et puis, en fait, ce qui m'énerve un petit peu, enfin, c'est pas ce qui m'énerve, mais ce que je trouve hypocrite, c'est que quand on a prolongé Verratti en décembre dernier, pour au final le vendre 6 mois après, dans les médias, Luis Campos faisait fuiter de partout que ça y est, il avait trouvé la méthode révolutionnaire pour mettre les joueurs au diapason, à savoir indexer le salaire sur les matchs joués. Limite, tellement l'information abondait, on aurait pu croire que si les joueurs jouaient aucun match dans la saison, ils n'étaient pas payés. Alors qu'en fait, la réalité était quand même tout autre. Hein. Bien sûr que le joueur n'allait pas tomber dans le panneau. Donc on en a fait tellement avec Verratti à ce moment-là que là, bon, on nous dit que le système, là, ce serait sur les bonus et pas sur le salaire de Kimpembe. J'espère qu'il y a quand même le même système qu'avec Marco. Et deuxième, 2 poids 2 mesures que j'aimerais aussi démonter, c'est par rapport aux supporters. Les supporters qui, quand Neymar revenait de blessure, Verratti aussi, se plaignaient parce que quand ils revenaient, ils avaient un petit peu les joues, le menton un petit peu bouffi. Voilà. Et donc ils disaient ils sont pas en forme et tout ça, alors que les mecs revenaient d'une blessure très longue en fait, hein, convalescence de 4-5 mois. Mais là, Kimpembe, les gars, c'est pareil en fait. Kimpembe, c'est pareil. Quand il est revenu, je sais plus si c'était en février ou quand il est revenu en mars-avril qu'on l'a revu, parce qu'il est parti à Dubaï, aux Émirats, juste après sa blessure. Et en fait, là-bas, il se l'est buté à la muscu. Et donc, il est revenu, boum, ultra musclé, avec une morphologie complètement différente. J'aimerais bien connaître l'avis, en fait, de tous ceux qui critiquaient la morphologie modifiée de Neymar, Verratti, enfin, tous ceux qui ont été critiqués jusque-là, leur avis, en fait, sur la morphologie modifiée aussi sur Kimpembe. Tout ça pour dire que prendre des muscles, c'est bien sûr que je comprends parfaitement. Moi, je critique personne, ni Kimpembe, ni Neymar et Verratti, juste, je trouve... Je conçois qu'un joueur qui est blessé pendant longtemps, sa morphologie change. C'est normal. Il évolue pas au plus haut niveau. Mentalement, évidemment, que ça joue sur sa psychologie et tout ça. Donc, pour moi, il n'y a rien de plus logique, en fait. Je critique juste le 2 poids 2 mesures de certains supporters, observateurs et tout ça. Pour rester sur Kimpembe, le truc, c'est que là, il se muscle. On l'a vu sur Kehrer quand il est revenu du confinement avec des gros biceps, ça n'a rien changé à son jeu. Limite, il était moins explosif. Kimpembe n'a pas besoin de muscles pour être dur sur l'homme. Il l'était déjà quand il avait sa corpulence d'avant-blessure. Donc bien sûr, j'espère qu'il va retrouver la corpulence qu'il avait avant. Et évidemment, je l'espère, mais c'est surtout ce que je crois. Parce qu'à force d'enchaîner les matchs, il va bien sûr retrouver sa forme optimale. Et donc, fondre, ça, c'est certain. La qualité qui me manque le plus chez lui, ça je dois le signaler, c'est avec ballon, sa capacité à le faire progresser par la conduite. Aujourd'hui, Marquinhos, Skriniar et même Danilo en fait. Même mercredi contre Metz, Danilo est bon dans la défense de sa surface, dans les airs sur les centres, mais avec ballon, il apporte pas grand-chose. À part 1 ou 2 ballons par match qui sont envoyés directement sur Mbappé, où il tente de le trouver en profondeur, ballon pied en rupture, il n'y a pas grand-chose. Il ne le porte pas beaucoup, il ne va pas fixer son vis-à-vis, il ne cherche pas entre les lignes, il n'y a pas de passe tranchante et on multiplie les passes latérales entre les deux centraux. Kimpembe, lui, sa capacité à prendre le ballon,
à aller titiller l'adversaire, vraiment par la conduite, même pas par la passe, juste voilà, aller fixer l'adversaire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nous ferait beaucoup, beaucoup de bien dans le PSG actuel. C'est justement du dépassement de fonction qu'on demande dans quasiment toutes les vidéos depuis le début de la saison, un dépassement de fonction qui à chaque fois est sur nos actions décisives. Hein. Le penalty contre Lille dimanche soir, c'est Lucas Hernandez qui va le chercher alors qu'il est latéral gauche et que d'habitude il monte pas beaucoup. Boum, dépassement de fonction, action décisive. Bref. Et puis bien sûr, Presco est un Titi parisien, l'image qui renvoie vis-à-vis des supporters, du club, du centre de formation. Tout ça fait que la prolongation, il fallait la faire. Donc je suis plutôt content de cette prolongation. Voilà. Juste sur le match contre Metz mercredi, j'aimerais noter par rapport à mon débrief Kolo Muani. Kolo Muani, pourquoi? Parce qu'il commence le match sur le côté droit. Il est plutôt bon sur la partie du match qu'il fait à ce poste-là. Et une fois qu'il est replacé à gauche, puis dans un rôle un peu bâtard dans l'axe, il est tout de suite moins bon. Et ça, c'est problématique dans le sens où il est bon à droite, c'est très bien pour remplacer Dembélé. Mais moi, je voyais bien, en fait, Kolo Muani et Mbappé être titulaires tous les deux et interchanger, en fait, entre le poste de numéro 9 et le côté gauche. Mais visiblement, Kolo est plus à l'aise sur le côté droit. Donc voilà, c'est juste une petite remarque. Passons au sujet principal de cette vidéo. Lucas Beraldo, qui devrait signer au PSG avant le début donc, du mercato hivernal d'un mois. Ah oui, pour revenir sur ma vidéo d'hier, où on parlait des instances internationales, la FIFA, l'UEFA, la Super League, j'ai juste un message à faire passer à ces mêmes instances, donc la FIFA et tout ça. Faut raccourcir les périodes de mercato, quoi. L'hiver, un mois, c'est trop, quoi. Mettez 15 jours. Et l'été, du 10 juin au 1er septembre, c'est ridicule. Et Luis Campos, je crois, s'en plaignait dans une interview, il a complètement raison, quoi. À un moment donné, 3 mois de mercato, c'est ridicule. Voilà, en été, tu fais un mois et demi maximum. Tu l'alignes pour tous les clubs, tous les championnats du continent européen. Terminé, on n'en parle plus, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est trop long. C'est tellement un cirque, les périodes de mercato, que vraiment, on n'en peut plus. Donc voilà, essayez de les raccourcir. Et les gars, en tant que youtubeur, sachant que les vues doublent, si ce n'est plus, pendant les périodes de mercato, ce que je dis est quand même très objectif. Parce que moi, les gars, aujourd'hui, 3 mois de mercato, enfin, ça régale, quoi. Le truc, c'est que on va pas se mentir, et des fois, c'est quand j'ai des commentaires. Hier, j'ai eu un commentaire sous ma vidéo qui me dit on n'en a rien à branler de la Super League, parle-nous des informations mercato. Je me suis dit, ok, enfin, si aujourd'hui l'avenir du foot n'intéresse pas et que ce qu'on veut, c'est bouffer des infos mercato, bon, c'est triste. Ce commentaire m'a un peu déçu. Après, bien sûr, j'y participe puisque j'en joue. Je fais des vidéos mercato pendant chaque session transfert. Et bah, c'est ce qui a fait progresser la chaîne, on va pas se mentir. Bon, bref. Lucas Beraldo, accord avec le joueur, il faut négocier avec San Paolo sur un montant 20 millions sans les bonus. Selon les sources, ça monte à 25 avec les bonus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le média local qui est à l'origine de l'information, donc un média qui suit San Paolo, nous annonce qu'en fait, San Paolo, son club, possède 60% des droits du joueur. Le joueur en possède 20% et donc les 20 autres, j'ai pas trouvé à qui ils appartiennent. C'est-à-dire que là, sur les 20 millions, il n'y en a que 60% qui vont aller dans les caisses de San Paolo. Ils vont faire que 12 millions. Et du coup, comme ils ont des soucis financiers, bah les supporters, ils gueulent un peu, quoi. Parce que dans les médias, ils disent qu'ils vont vendre 20 millions, mais en réalité, en fait, c'est 12 qui vont rentrer dans les caisses. Alors ça, c'est bizarre parce que, rappelez-vous, cet été, quand Lee Kang-in a signé, j'avais fait une vidéo là-dessus, très détaillée. C'est quelque chose qui a été interdit par la FIFA en 2015, qui se pratiquait énormément dans des pays comme l'Espagne, le Portugal et le Brésil, qui a été donc rendu interdit après l'affaire des Football Leagues et tout ça, en mai 2015 par la FIFA, à savoir en fait la propriété des droits commerciaux d'un joueur par une tierce partie. C'est-à-dire qu'avant, et c'est ce qui a fait la fortune de George Mendes entre autres, les agents qui allaient chercher les joueurs dans des petits clubs, en fait, ils prenaient un gamin de 15 ans, ils disaient au club, écoute, je rachète 50% des droits du joueur pour 20 000 euros, ensuite, le club en question vendait le joueur, disons 5 millions quand il a 20 ans et qu'il a pété. Sauf que du coup, comme il a 50% des droits du joueur, l'agent, il touche 2,5 millions sur les 5. Et le club formateur, les 2,5 millions restants.
Sachant que l'agent a investi que 20 000 euros. Enfin, à chaque fois, c'était des sommes dérisoires, quoi. Ce qui faisait que la spéculation était complètement dingue, en fait. Et donc ça a été rendu interdit. En France et au Royaume-Uni, ça l'était avant 2015. C'est prohibé. Par contre, Espagne, Portugal et Brésil, ça se faisait beaucoup. Argentine aussi, je crois. Je crois qu'il y a des transferts de l'Argentine vers l'Angleterre. Carlos Tevez, par exemple, si je dis pas de bêtises. Mascherano aussi, si je dis pas de bêtises, mais ça remonte, hein. Qui justement avait fait office un peu de scandale un peu pionnier. Enfin, George Mendes, il y a plein d'histoires sur ce qu'il a fait avec tous les joueurs, enfin Bernardo Silva, tous les joueurs qu'il a vendus en fait 50 millions, mais au final, il s'en mettait une grosse partie dans les poches. Et ce qu'il faisait aussi, c'est à l'AS Monaco, avec le propriétaire russe. En fait, le propriétaire russe achetait des parts, des droits commerciaux de joueurs que Jorge Mendes lui conseillait. Ensuite, l'AS Monaco achetait donc le joueur en question, mais du coup, en fait, l'AS Monaco achetait à eux-mêmes, puisqu'il y a 50% du montant qu'ils versaient dans le cadre du transfert, en fait, qui allait sur la holding, alors à chaque fois c'est dans des paradis fiscaux, qui appartient au propriétaire de Monaco, du club acheteur, et donc le club acheteur s'auto-achetait des joueurs. Bon bref, c'était un peu le bordel, et donc là-dessus, j'aimerais bien savoir à qui appartient les 20% restants. Voilà. Je dis ça juste comme ça. Parce que j'ai pas envie que le club se retrouve dans des petites affaires un peu cheloues, hein, comme on avait eu avec Icardi, rappelez-vous, quand on a été sanctionné, alors que de 10 000 euros, hein, mais quand on avait mis une clause tout simplement interdite par la FIFA, qui visait à dire que si on revendait à un club italien Mauro Icardi, on devait verser une partie du transfert à l'Inter de Milan, en fait, ce qui est complètement interdit. Et au final, on avait été sanctionné en 2021 pour ça. Bref, alors qu'on avait mandaté une tonne d'intermédiaires qui étaient censés s'y connaître en droit du football, en économie des transferts et tout ça, puis au final, terminé. Bref, donc voilà. Le PSG serait donc dans les derniers détails avec l'agent du joueur pour négocier une arrivée en janvier. Il faut savoir qu'il a fêté ses 20 ans en novembre, hein, donc on parle d'un joueur du style Barcola, pas un joueur ultra précoce que tu recrutes à 16-17 ans. Là, 20 ans, il y a une certaine maturité, il y a un certain développement physique, et c'est pas dans le sens péjoratif que je le dis. Recruter des joueurs qui démarrent un petit peu sur le tard, et je mets de grosses guillemets autour de ça, puisqu'aujourd'hui, on a été habitué à avoir des joueurs percés à 16-17 ans. Ça ne veut pas dire qu'un joueur qui perce à 20 ans est moins bon, bien évidemment, ou qu'un Kolo Muani qui perce encore plus tard est moins bon. Voilà. Bon, Kolo Muani, c'était pas le bon exemple, puisqu'en ce moment, il est vraiment au fond du trou. Mais donc 20 ans pour notre bon vieux Lucas Beraldo. À noter aussi qu'il a été pisté par des clubs qui sont référencés en matière de scouting et tout ça, des clubs anglais notamment, Liverpool, Brighton, mais qui ne sont pas passés à l'action. Donc physiquement, hein, il est développé évidemment, il fait 1m86, ce qui est un bon gabarit, et cette saison, il a plus de 2000 minutes en pro, en Serie A brésilienne. Par exemple, Moscardo, le milieu des Corinthians qu'on piste et qu'on devrait signer, c'est 2 fois moins de minutes cette saison. C'est 1100 minutes pour Moscardo et 2100 pour Lucas Beraldo. Donc, il y a une certaine expérience. Il est gaucher. Donc ça, c'est très intéressant. Évidemment, c'est plus rare d'avoir un défenseur gaucher aussi fort que lui au pied qu'un défenseur droitier. Évidemment. Et surtout, chez nous, nos axiales gauche actuellement, ce sont Skriniar et Danilo qui sont droitiers. Donc ça pose un petit peu problème. Même si on a Kimpembe, Lucas Hernandez, et aussi concernant la prolongation de Kimpembe, ce qui me gêne en fait, c'est aussi de le prolonger alors qu'on ne s'arrête plus de recruter à son poste en fait. Tu le prolonges, mais tu as recruté Skriniar, que tu fais jouer axe gauche, tu as Danilo qui est là, tu as recruté Lucas Hernandez, là tu vas recruter le petit Brésilien. Je rappelle que Lenny Yoro, le joueur du LOSC, est axial droit, donc je pense que c'est un dossier qui est indépendant du Brésilien. Bon, ça commence à faire beaucoup. Moscardo, comme Ugarte, c'est possible qu'ils finissent les matchs en défense centrale. C'est des profils de milieu de terrain qui peuvent aller en défense centrale, tout comme Beraldo est un défenseur central qui, je pense, a des qualités pour évoluer en numéro 6. Bon bref, il est gaucher, mais il est aussi capable de jouer axe droit. Ça aussi, c'est assez intéressant, hein, quand on voit le manque de polyvalence d'un Skriniar qui est obligé d'être sur l'axe droit pour être vraiment à l'aise. Là, on a un joueur qui est vraiment polyvalent. Alors après, il y aura des gens qui vous diront qu'il est capable de jouer au poste de latéral gauche aussi. Oui, il y a joué. Après, bon, son déficit de vitesse qu'on va développer me fait hésiter.
sur cette question de le faire jouer aussi excentré à un poste qui demande quand même beaucoup de volume, d'effort et de vitesse bien évidemment. Alors sa plus grande qualité c'est avec ballon, hein. C'est un défenseur moderne, il est excellent pour faire progresser par des passes mi-longues, que ce soit des passes verticales pour trouver des milieux entre les lignes, pour trouver des attaquants dans la profondeur, des renversements de la gauche vers la droite. Alors après le problème c'est que les renversements faut nuancer, tout comme les passes en profondeur, parce que quand tu vois Luis Enrique s'énerver comme pas possible sur Lucas Hernandez quand il fait une passe directe pour Mbappé contre Dortmund, tu te dis, bon, le pauvre Lucas Beraldo, s'il s'amuse à faire des renversements, ça lui plaira pas en fait à Luis Enrique. C'est pas ce qu'il demande. Donc en fait, c'est une qualité qui n'est pas demandée dans le PSG de Luis Enrique. Bref, la conduite aussi, c'est quelqu'un qui est capable de porter le ballon pour aller fixer. Il est aussi très bon dans différents contextes. C'est-à-dire que face à un bloc bas, il va réussir à se projeter, à porter le ballon assez haut pour aller chercher un espace réduit pour un partenaire. Et quand il est pressé, il est capable de s'en sortir. Il peut parfois dribbler, pas souvent, mais il en est capable. Défensivement, il est très intelligent. Toute proportion gardée, c'est quelqu'un qui, dans son anticipation, sa sens du placement, sa lecture des trajectoires, peut faire penser à Thiago Silva. Encore une fois, toute proportion gardée, bien sûr, ce n'est pas Thiago Silva. Du coup, ça fait que c'est un très bon défenseur de surface. Ça, quand on a les Skriniar, les Hakimi, Nuno Mendes aussi, que j'inclus là-dedans. Hein. On rappelle son placement sur le but de Coman à l'aller contre le Bayern de l'année dernière, qui n'est pas exempt de tout reproche. Tout comme, évidemment, le centreur bavarois qui a trop de liberté pour le faire, et puis Donnarumma qui est aussi incriminé. Mais bref, voilà. Bon, on a des défenseurs qui ne savent pas défendre dans leur surface. Là, on recrute quelqu'un qui lit très bien les trajectoires, qui est plutôt bon pour se placer, pour jaillir aussi plus haut sur le terrain, hein, et donc mettre le pied sur le ballon avant l'adversaire. C'est un bon tacleur, ça aussi c'est intéressant. Hein. Skriniar tacle très peu, Beraldo, lui, beaucoup plus. Par contre, son défaut, c'est la vitesse. Il doit clairement progresser là-dessus. Une fois que l'adversaire est lancé, il peine à le récupérer. Quand un adversaire arrive lancé, il ne sait pas trop quoi faire. Le PSG qui joue très haut et qui est du coup sous la menace de contre-attaque, ça peut être une question qui se pose. Et puis surtout, en fait, en termes de complémentarité, du fait de son déficit de vitesse, aujourd'hui, on peine à l'imaginer avec quelqu'un d'autre que Marquinhos. C'est-à-dire qu'avec Danilo ou alors Skriniar, ce seraient des charnières assez lentes. Alors vous me direz, il y a Lucas Hernandez. Ok, on peut le mettre au rayon des défenseurs rapides, mais le problème c'est que Lucas, on l'a vu contre Monaco, il est tellement foufou qu'il va essayer à tout prix de monter, de faire monter la ligne défensive. Et du coup, je pense qu'au final, la distance avec son compère dans l'axe serait un peu trop étendue, en fait, pour qu'il couvre un déficit de vitesse. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. C'est-à-dire que Marquinhos est un peu moins foufou. Ça, c'est sûr, hein, limite peut-être un peu trop précautionneux. Mais du coup, à chaque fois, il est mieux placé pour reprendre, pour faire des courses diagonales, hein, évidemment, pour récupérer le déficit de vitesse de son partenaire. Alors que Lucas a tendance à peut-être un peu trop se livrer. C'est peut-être un défenseur qui vit trop les matchs, en fait, pour être associé en défense centrale à quelqu'un qui est lent. Bon, de toute façon, pour moi, la défense centrale parfaite au PSG aujourd'hui, c'est Lucas Hernandez, Marquinhos. Voilà. Donc, pour revenir sur Beraldo, il est lent sur les premiers appuis, peut-être manque d'explosivité, de vivacité. De la tête, s'il est bon, c'est pas qu'il est mauvais, mais il doit progresser. Pourtant, il a un bon gabarit, 1m86, et je pense que c'est là son plus gros axe de progression. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de difficultés sur les coups de pied arrêtés, quand les joueurs font des relances longues avec des joueurs petits, des joueurs qui sont pas bons de la tête. Skriniar, de manière assez surprenante par rapport à ce qui était sa première qualité à l'Inter. Donc là, Beraldo doit absolument progresser là-dessus. Notons que São Paulo est la deuxième équipe de Serie A brésilienne en matière de possession. En moyenne, ils ont le ballon 60% du temps. Donc ça, c'est à mettre à notre crédit, c'est-à-dire qu'on a un contexte qui est à peu près similaire au PSG. On ne peut pas trop comparer en fait entre de la D1 brésilienne et de la Ligue 1. Je ne dis pas que la Ligue 1 est meilleure, je dis juste que les physionomies sont différentes, les joueurs aussi, et donc c'est quand même très compliqué de comparer. Mais là, voilà, on a quand même un joueur qui évolue dans une équipe qui veut et qui a le ballon la plupart du temps. Ce qui est une caractéristique du PSG de Luis Enrique, donc il ne serait pas dépaysé en venant chez nous. En matière de passes réussies aussi, São Paulo, c'est 86%, ce qui est quand même assez élevé. Par exemple, Moscardo, les Corinthians, ils n'ont pas la possession.
Eux, ils sont à 48% en moyenne sur la dernière saison, et c'est donc la 10e équipe du championnat brésilien en matière de possession moyenne. Donc dans une équipe du PSG qui a la possession, 65-66%, je crois que c'est ça, nos standards en Ligue des Champions, cette saison, t'as des interrogations en fait. Parce que le joueur aujourd'hui, il brille dans une équipe qui n'a pas le ballon, et demain, il va devoir briller dans une équipe qui l'a. Évidemment, c'est complètement différent. Ce qui est sûr, c'est que lui, Beraldo comme Moscardo, vont avoir des opportunités s'ils viennent dès cet hiver, et je pense que Beraldo, c'est le cas, pour briller, pour avoir du temps de jeu. C'est-à-dire que au poste de latéral gauche, Nuno n'est pas revenu, Lucas Hernandez ne va pas enchaîner éternellement, avec l'absence d'Achraf Hakimi, peut-être que on va faire des ajustements dans notre défense, et donc Beraldo va avoir du temps de jeu. Ça, c'est certain. Moscardo, pareil. Il arrive à un moment où, au milieu de terrain, Fabian Ruiz va revenir d'une luxation de l'épaule. Ugarte, ça fait quand même 3 mois, bon, 2 mois, allez, qu'il a bien rebattu les cartes par ses prestations devenues très compliquées. Donc, et en plus, on sait très bien que Luis Enrique est un entraîneur qui s'en fout des statuts. Si t'es bon, et ils vont donc en avoir l'occasion par la conjoncture actuelle au PSG, ils joueront en Ligue 1. Parce que pour revenir sur Luis Enrique, je trouve qu'en Ligue des Champions, il est un peu moins flexible qu'en Ligue 1. C'est-à-dire que Colomani est titulaire à tous les matchs, en fait, sur les phases de poule. Alors contre Strasbourg, début octobre, il te fait une entrée d'alcoolique, et au final, le mercredi d'après, il est titulaire contre Milan au Parc des Princes. Contre Newcastle, le match d'avant, c'est Monaco. Gonzalo Ramos est titulaire. Il fait son match le plus complet avec le PSG. Et au final, contre Newcastle, il rentre qu'à la 85e minute. Contre Dortmund, la dynamique veut Danilo, qui en Ligue 1 reste sur 2 très bons matchs, alors que Skriniar reste sur 2 mauvaises entrées. Et au final, c'est Skriniar qui est titulaire contre Dortmund. Donc je trouve qu'en Ligue des Champions, cet état de fait est un peu moins valable pour Luis Enrique. En Ligue 1, il s'en fout. En Ligue 1, vraiment, il met tout le monde, t'auras du temps de jeu. Par contre, quand les grosses échéances arrivent, c'est un peu plus difficile pour lui de couper un petit peu la dynamique. Voilà ce que j'avais à dire sur Beraldo, que je valide évidemment. Enfin, vous connaissez mon avis sur tous ces joueurs brésiliens. Moi, j'ai quand même l'intime conviction qu'aujourd'hui, le foot est en mutation, que les clubs européens vont aller à la source directement pour s'éviter les transferts à 100 millions. Et j'ai envie de dire, c'est même pas une question d'économiser de l'argent. Quand je vois le Real Madrid balancer 70 millions sur Endrick, qui a d'ailleurs confirmé cette semaine l'intérêt du PSG pour lui l'année dernière au mois de novembre, quand on met des sommes aussi folles sur des clubs brésiliens, en fait, c'est juste les clubs européens, ils ont plus besoin des clubs tremplins du Portugal, par exemple, en fait. Ils se disent, les joueurs, je vais les prendre, je vais les façonner. Vinicius, Rodrigo, Endrick, pour le Real Madrid, voilà. Et les clubs anglais, c'est pareil, voilà. Manchester City qui va chercher Gabriel Jesus à l'ancienne, Jesus qui aujourd'hui est quand même un bon numéro 9 à l'échelle européenne, voilà. Un numéro 9 que j'aime bien voir évoluer, voilà. Et dans le PSG, des fois, je me projette avec lui et je me dis que ça a de la gueule. Bon, bref. Donc, j'ai l'intime conviction que le PSG va du bon bout, surtout quand, en fait, t'as la Ligue 1 par rapport à la Première Ligue en matière d'attractivité, donc t'as un gros défaut. En matière de salaire, aujourd'hui, des clubs européens proposent les mêmes salaires que toi, donc en fait, financièrement, tu n'as plus le pouvoir du chèque que tu avais il y a 10 ans. Donc, aller chercher les pépites directement, c'est très bien, voilà. Maintenant, tu dois évidemment les cibler, faire du bon travail et pas du copinage d'agents. Hein. Par exemple, quand tu vas chercher Vitinha pour 40 millions à Porto en 2021, alors que Enzo Fernandez dit dans une interview que son rêve c'est de jouer au PSG et que son idole c'est Verratti, et qu'il est encore à River Plate, et que du coup Benfica le signe pour rien par rapport aux 130 millions d'euros qui sont balancés 6 mois après par Chelsea, bon là c'est regrettable. Et loin de moi l'idée de dénigrer Vitinha, parce qu'on va faire un bilan de cette première partie de saison, il fait partie des bons élèves, bien évidemment. Voilà. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. Voilà, comme je l'ai dit, je pense qu'on va faire un petit bilan du PSG de Luis Enrique, mais le problème c'est qu'il va être trop long, quoi. Enfin, je vais faire des brouillons, je sens la vidéo de 45 minutes que je vais devoir faire en plusieurs vidéos. Ciao les amis, prenez soin de vous, et bonne fête de Noël, profitez bien de vos proches bien évidemment, c'est le plus important les gars. Ciao.